Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Comme vous le savez, chaque semaine avec Rudi Reichstadt, fondateur et rédacteur en chef de Conspiracy Watch, et Tristan Mendès-France, maître de conférence à la Sorbonne, observateur avisé du numérique et chroniqueur à France Inter, nous analysons l'actualité du complotisme et ses implications sur notre démocratie. Cette émission vient compléter le travail de Rudi et de Tristan sur France Inter ou France Info dans Complorama. Bonjour Rudi. Bonjour. Bonjour Tristan. Salut. Et bonjour Frédéric. Bonjour. Tu es notre invité cette semaine, tu es préfet, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et auteur de 2 essais, La matrice de la haine, paru en 2020 à l'Observatoire, dans lesquels tu retraçais ton action à la tête de la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et tu es auteur aussi d'un récent essai que l'on pourrait qualifier de biographie intellectuelle de Pierre Mendès France. Cela s'intitule Pierre Mendès France, la foi démocratique. Ça vient de paraître chez Bouquin. Alors comme chaque semaine, nous analyserons 3 sujets d'actualité. N'hésite pas à intervenir sur ces sujets, à apporter ton regard. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de ton livre et évidemment aussi de la question peut-être de la vérité en politique. Alors c'est parti avec le premier sujet. Début décembre, vous le savez, c'est une tradition. Il y a le Téléthon. Mais cette année, il y a un nouvel événement qui est apparu, le Doctoton. Alors qu'est-ce que c'est que le Doctoton ? Le Doctoton, c'est un événement, nous dit-on, où des docteurs s'expriment pour éclairer cette période sombre. Alors dans cette Doctoton, il y a des invités, des parrains comme François, et on a retrouvé pas mal de figures anti-vax. Alors Tristan, est-ce que tu peux nous dire un peu qui était présent dans ce Doctoton qui éclairait cette période sombre ? Ouais, alors d'abord peut-être 2-3 petits points sur ce sorte de happening complotiste anti-vax qui s'est déroulé donc en direct de vendredi à samedi, c'était dernier évidemment. En même temps que le Téléthon. Ouais, et ça pendant 24 heures, donc ils ont tenu le crachoir, un live qui a été diffusé sur plusieurs chaînes. Ils ont réussi à disséminer, donc il y a plusieurs médias complotistes en ligne d'ailleurs qui ont relayé ce live. On dira peut-être quelques mots de ces relais qui sont assez chargés sur le terrain du complotisme. Et donc ils faisaient diffuser donc des témoignages de quelques minutes et ils ont affiché quelque chose comme... ils disaient qu'ils avaient quasiment 300 docteurs qui venaient s'exprimer sur la séquence coronavirus, le vaccin, mais pas que. Il y a plein d'autres témoignages assez déroutants d'ailleurs auxquels on a pu assister. Et donc un sorte de gros buzz malgré tout, un buzz significatif pendant quand même 2 jours. On a eu en tendance sur Twitter le terme Doctolib qui était présent vraiment pendant plusieurs heures. Doctoton, tu veux dire non, Doctoton. Faites attention. Ouais. Le Doctoton qui était présent en ligne, le hashtag au moins pendant plusieurs heures par jour. Donc il y a vraiment une audience assez significative. Et je me suis aussi intéressé un peu à quelques chiffres juste pour voir un peu l'audience du phénomène, pour voir si c'était vraiment très marginal ou quelque chose de significatif. Eh bien, sur Facebook, j'ai un outil qui a pu me montrer qu'il y a eu plus de 400 000 interactions sur Facebook, faisant de cette séquence quelque chose de quand même significatif. Alors, ceux qui sont autour de cette manifestation, eux, ont pas mal communiqué sur le fait qu'ils avaient eu 12 millions de vues. J'en doute fortement. Sur YouTube, les audiences cumulées sur les principaux lives atteignaient en gros le million de vues, ce qui est quand même quelque chose de significatif. Alors maintenant, l'événement lui-même. Bon. Alors il y avait qui dans cet événement ? Alors c'était un événement. Qui étaient ces docteurs ? Oui. Alors d'abord ça a été lancé par une dame un peu lambda qui a été interviewée sur Sud Radio et celle qui, avec Berkoff, qui a annoncé l'événement quelques jours auparavant. Ensuite, l'événement lui-même, il est parrainé, déjà il a été parrainé par Martine Vonner et Christian Perron. Donc ça, c'est les 2 parrains, disons, de cette manifestation. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le volet numéro 2 de Hold Up, le fameux Hold On qui est sorti il y a quelques jours. D'ailleurs, tu fais bien de parler de Hold Up et de Hold Up parce qu'il y a beaucoup de parallèles et d'autres intervenants qu'on voit effectivement dedans. Et puis on a surtout le réalisateur de Hold Up, Pierre Barnerias, qui apparaît en fin de ces 2 jours de live en invité surprise.
avec Montagnier. Tu dis 2 jours parce que ça a commencé le vendredi soir, ça a fini samedi soir. Oui, c'était sur 2 jours, effectivement, mais c'est 24 heures, de 18h à 18h. Et ça termine effectivement en fanfare avec des invités surprises. Donc il y a Montagnier qui intervient, il y a Barnerias. Il y a Francis Lalanne qui a fait la musique, non, à la fin ? Je crois. Hein. Je crois qu'il y a un clip, en tout cas, qui a tourné à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'est lui. C'est l'auteur d'une des musiques. C'est l'auteur d'une des musiques. Ouais. Okay. Et puis on a évidemment Louis Fouché qui intervient aussi pendant ce jour de live, disons, ces 24 heures de live. Alors, juste une chose, c'est que il y a eu énormément de témoignages et j'en ai suivi, franchement, j'ai dû regarder quelques heures, malgré tout, de ces différents lives. Et j'ai été vraiment assez effaré d'abord du nombre de gens qui ont le titre de docteur et qui ont un discours anti-vaccin absolument limpide, clair. Et c'est des gens qui vraisemblablement conseillent à leurs patients de ne pas se vacciner. Certains d'entre eux, d'ailleurs, semblaient avoir des soucis avec l'institution qui s'occupe de gérer les médecins. On appelle ça le conseil de l'ordre. Le conseil de l'ordre des médecins. Voilà, certains d'entre eux semblaient avoir des problèmes avec le conseil de l'ordre. Mais ce qui était vraiment attristant et affligeant, encore une fois, c'est cette litanie de conseils en naturopathie, en invitation à ne pas se vacciner, à utiliser des médicaments. Évidemment, ils ont cité vraiment tous les médicaments sur lesquels aujourd'hui on a une énorme réserve du consensus scientifique, l'hydroxychloroquine, l'artémisia, ça parlait de l'artémisia ou... L'artémisia, je ne l'ai pas entendu celui-là, mais franchement, on avait un peu tout, parce qu'il y avait des homéopathes, évidemment, mais qui n'étaient pas simplement en train de faire la promo de ça, qui disaient c'est une alternative à. Et ce discours-là, vraiment martelé pendant 24 heures, c'est quelque chose qui est vraiment pas rassurant et qui est vraiment inquiétant. Alors, dernière petite chose, juste un petit détail que j'ai remarqué comme ça, mais qui me montre quand même, que je trouve assez symptomatique de cet agrégat informel, un peu monstrueux de gens qui viennent là faire une sorte de happening anti-vax, c'est que tout à l'heure je disais qu'il y a 3 grands médias qui ont relayé ces lives, avec une audience vraiment assez spectaculaire. Donc il y a François. Non, dans les médias qui ont relayé les lives. D'accord. Pour ce qui est de François et Sud Radio, c'est ceux qui ont annoncé, qui ont allumé la mèche, si vous voulez. Et puis, il y a eu des sites en ligne qui ont relayé alors, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur d'autres plateformes encore. Mais les 3 principaux, c'est d'abord Vécu, qu'on connaît bien ici. Média Gilet Jaune. Qui est un média Gilet Jaune vraiment... largement complotiste. Et puis, il y avait un autre qui s'appelle Kairos, qui est un média complotiste, cette fois-ci belge. Et on a les colères des rues. Les colères des rues, qui était le 3e en termes d'audience. J'ai pu regarder avec les outils que j'ai, qui était celui qui a le promu le plus et qui est d'ailleurs mentionné sur le site d'Octoton, sur le site officiel d'Octoton. Toutes les lives sur Facebook sont ceux de Les colères des rues, du site, de la page Facebook Les colères des rues. Or, je suis allé sur cette page Facebook et j'ai vu qu'il faisait la promo d'un groupe sur VKontakte, sur le réseau social russe. Je suis allé voir ce qu'il y avait sur ce groupe. Et j'ai vu que dans ce groupe, il faisait la promo d'un site qui permettait d'acheter illégalement des faux passes sanitaires. Sur ce groupe, j'ai vu également, en suivant un peu l'actualité, qu'il mentionnait notamment tout ce délire absolument abject et ignominieux autour de Brigitte Macron, qui serait soi-disant un homme. Donc sur ce groupe-là, qui est donc avalisé par Doctoton, qui est utilisé comme support officiel de diffusion du Doctoton, cette page Facebook a un groupe sur VKontakte qui promeut ce que je viens de dire à l'instant. Dernière chose, ce groupe Facebook, dans cette page Facebook, qui est le relais officiel de Doctoton, qui est relayé, qui est sur le site de Doctoton, est salué très explicitement par Martine Vonner dans un tweet un petit peu pendant cette manifestation. Voilà. Bon, Martine Vonner, est-ce que tu peux on l'a vu aussi sur Radio Courtoisie pour débriefer le sujet. Parmi les autres médias que tu n'as pas cités, il y a Alliance Humaine de Antoine Cutita, qui est un média QAnon quand même, c'est-à-dire anti-pédocriminalité, complotiste. Tout ça a quand même inspiré notre collaborateur Morgan Navarro. Il nous a fait un dessin de presse sur le sujet qu'il appelle Comploton, parce que c'était vraiment ça en fait. On l'a peut-être pas suffisamment souligné, mais c'était quand même
la marge la plus radicalisée du complotisme Covid-sceptique qui s'est exprimée là, quoi. Ouais. Parmi ceux qui ont relayé, il y avait Florent Philippot, il y a Étienne Chouard, on a les Mamans Louves aussi, sur lequel RFI a fait une enquête il y a quelques semaines, Jean-Jacques Crèvecoeur, Alexandra Henry-Oncode, enfin ils étaient tous là en fait. Et tu viens de faire référence à une théorie du complot qui est en train de monter, qu'on voit apparaître là, depuis quelques jours. C'est l'idée effectivement que l'épouse du président de la République ne serait pas une femme. Ce qui fait évidemment écho à cette rumeur complotiste et dégueulasse qui avait touché en son temps Michelle Obama, l'épouse de Barack Obama. On disait la même chose. En fait, c'est un homme, etc. C'est le même milieu, d'ailleurs, le même milieu idéologique. On est d'accord. Là-bas, c'est fait pour salir. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'un des médias à avoir poussé cette idée-là, c'est Faits et Documents. Ouais. Alors, Faits et Documents, c'est le média historique d'Emmanuel Ratier, qui était repris par un jeune proche, qui évolue dans la sphère de la dissidence soralienne, qui s'appelle Xavier Poussard. De toute façon, il y a des liens évidents entre Faits et Documents et Égalité et Réconciliation, la sphère d'Alain Soral. Et puis, pour la petite histoire, Emmanuel Ratier, c'est l'héritier spirituel, en tout cas intellectuel, d'Henri Coston, collaborationniste, bien connu, complotiste, antisémite, radical. Voilà. Donc voilà où on se situe. Dernier point, Sud Radio, on en a parlé. Enfin, voilà, Richard Boutry aussi a diffusé le programme quand même. Oui. Voilà. Donc on était dans la mouvance Hold Up et anti-vax radical, complètement. Oui, et puis en tout cas les passerelles, disons, que ça révèle entre des... Encore une fois, si on est, je sais pas moi, Montagnier, si on est Péronne, si on est Voneur, disons que je suis certain qu'eux-mêmes seraient peut-être surpris de voir ce qui vient s'agréger à eux. Il y a des mouvements tu penses qu'ils ne le savent pas ? Tu penses qu'ils n'ont aucune... Je ne suis pas certain que Martine Bonheur sait que l'un des médias quasi partenaires de l'événement a un groupe sur Vcontact qui vend des passes sanitaires illégaux. Je ne pense pas qu'elle le sache tel quel. Bon, mais quand elle va sur Radio Courtoisie, elle ne sait pas sur quelle chaîne de radio elle va ? Je pense qu'elle va sur un média que pas mal de gens considèrent comme étant simplement conservateur. Voilà. Évidemment, quand on regarde ce qu'il y a derrière, l'histoire, évidemment, les ramifications, les différentes libres journaux et leur tonalité, évidemment, on comprend bien. Mais encore une fois, je pense que certains d'entre eux ne réalisent pas à quel point ils agrègent une faune vraiment abjecte d'individus ultra radicaux et on le voit en tout cas encore une fois dans les partages, encore une fois, et c'est dans les partages qu'on arrive à voir effectivement ceux qui ont vraiment des profils vraiment extrêmes. Et tu as l'impression que les partages, la communauté on va dire autour de Doctoton augmente, devient de plus en plus importante, ou est-ce que ça reste finalement une espèce d'étiage qui est toujours plus ou moins le même avec cette mouvance gilet jaune et toute cette mouvance d'extrême droite aussi dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission? Est-ce que c'est un étiage à peu près similaire, ou est-ce qu'au contraire ça vient de grossir de plus en plus? Je crois que toute occasion comme ça, tous ces moments, ces happenings médiatiques d'audience sont des moments d'agrégation de nouveaux venus. De nouveaux adeptes, quelque part. De primo-arrivants, voilà. Ils vont atteindre des gens qui n'avaient peut-être pas atteint auparavant. C'est aussi un moment, je pense, aussi de création de passerelles. De liens qui se font entre influenceurs, et les influenceurs cumulent leurs audiences, souvent en se partageant, en se recevant les uns les autres. Mais je suis pas sûr d'être aussi charitable que toi sur ils savent pas, peut-être qu'ils savent pas, etc. Je veux dire, ils sont eux-mêmes radicalisés. Martine Voneur, elle est marraine d'une assoce avec Antoine Cutita, qui est notoirement QAnon. Il suffit d'écouter ce qu'il dit, quoi. Puis de toute façon, ces sujets-là sont abondamment traités par la presse. Donc, elle ne vit pas sur une île déserte. Puis c'est quelqu'un qui elle-même a eu des propos d'une très grande radicalité, qui a été interviewé par notre collègue Julien Pain il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Martine Bonheur, où elle explique qu'on ne nous dit pas la vérité sur le nombre de morts de la vaccination, par exemple. Juste en juillet dernier, elle expliquait que la garde républicaine avait cessé d'assurer la protection d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas où on en est, elle sait pas. Elle avait fait une déclaration comme ça, qui avait même gêné les gens qui l'interviewaient, quoi. Donc, je ne sais pas qui est le plus radical, voilà, entre la base et ces gens-là. Juste une chose, c'est que ce moment de 24 heures a aussi été l'occasion pour chacun de ces médias complotistes et ceux qui y ont participé de faire des
appels à financement. Ils ont quasiment tous fait la promotion, et je suis obligé de le citer, mais il y en a certains qui ont des comptes, que ce soit Vécu, la colère des rues a un compte sur Helloasso, d'autres ont des comptes sur Tipeee. Et ils ont profité évidemment de ce moment d'agrégation d'audience pour faire un appel à financement. Ouais, comme un téléthon, mais un peu chacun pour sa pomme. Mais bon, voilà, ça a été un moment en tout cas pour récupérer un peu d'argent. Et Frédéric, peut-être avec ta casquette justement d'observateur des radicalités, est-ce que les radicalités qu'on vient de décrire et qu'on décrit ici chaque semaine te semblent être en résonance avec d'autres radicalités politiques qu'on a pu explorer dans l'histoire, ou est-ce qu'elles ont un nouveau genre, un nouveau style, une nouvelle façon d'être ? Non, je crois que ce qui est très symptomatique dans la discussion que vous venez d'avoir, c'est le fait que ces mouvements-là sont complètement hors cadrage institutionnel. C'est-à-dire qu'on est vraiment hors parti politique, on est hors schéma de pensée au sens politiquement structuré. Alors il y a des phobies, il y a des mouvements paranoïaques, etc. Mais on n'est pas là dans une quête de conquête de pouvoir ou d'occupation du pouvoir, d'inscription finalement dans un jeu démocratique qui ferait que derrière, ça pourrait déboucher sur une alternative politique précise. Et au fond, moi, ça me fait penser à cette phrase de Pierre-Rosan Vallon, je crois, sur les Gilets jaunes. Il parlait à un moment de radicalité de l'impuissance, ou de l'impuissance de la radicalité. Et je trouve que ces mouvements complotistes-là, c'est un peu la même chose. Je pense que derrière ça, il y a une impuissance de fait à changer concrètement des choses, et qui se nourrissent paradoxalement de cette impuissance. Ouais. Alors pour aller dans ton sens, Louis Fouché, par exemple, dont on vient de parler, qui est derrière Réinfo Covid, a aussi été à l'initiative de listes au départemental et régional. On a beaucoup parlé sur Conspiracy Watch, dans Complorama également. Mais effectivement, en disant, on n'a aucune illusion sur l'issue, peut-être même qu'il y aura des fraudes, mais en gros, il faut quand même jouer le jeu, ne serait-ce que pour être ensemble et pour continuer le combat. Ils ont joué le jeu et ils pesaient rien. Oui. Effectivement, c'est vrai c'est difficile de trouver une cohérence idéologique à cette expression, en tout cas à ce moment, disons, du doctoton. Mais c'est vrai qu'on a une sorte d'alliage que je trouve assez monstrueux, où on peut avoir des groupuscules, effectivement, qui ont une inclinaison plutôt QAnon, d'autres qui ont vraiment une colonne vertébrale antisémite, d'autres qui sont vraiment pas sur ce terrain-là, où je les qualifierais vraiment pas d'antisémites, mais qui sont vraiment sur l'univers des santé alternatives. New Age, naturopathie. D'autres qui sont vraiment simplement des anti-gouvernements en place, qui ont d'autres agendas idéologiques. Donc c'est vrai que c'est toujours assez surprenant de voir ces alliages idéologiques assez monstrueux, qui arrivent à se retrouver contre. Ils arrivent à se retrouver contre. Ce moment-là du doctoton est contre le vaccin. Donc, j'ai envie de dire, c'est quels que soient vos horizons idéologiques, même si on n'est peut-être pas compatibles les uns avec les autres, on se retrouve tous contre quelque chose. Et ça, bon, ça marche un temps. Après, je ne sais pas si ça peut se traduire autrement que par cette effervescence en ligne. Mais mon inquiétude est toujours celle-là, c'est que ce buzz permet d'élargir le socle de visibilité et donc d'atteindre et d'exposer un peu plus de gens à ces délires anti-vaccins. Et toujours avec ce vernis on est des citoyens, avec le côté citoyen, c'est l'élite citoyenne dont je parlais à l'instant. Étienne Chouard, il parlait de doctoton comme une remarquable mise en scène par les citoyens eux-mêmes du dissensus scientifique à propos du coup d'État Covid, écrit-il, mise en scène interdite par les médias mainstream corrompus. Enfin voilà, on est dans ce discours-là, quoi. Et ben ça nous fait une transition avec notre deuxième sujet de la semaine. Le monde diplomatique nous a finalement interpellé, vous a interpellé, Rudy et Tristan, sur justement l'idée qu'on serait un pot à bobards, c'est le titre de l'article du Monde diplomatique, dans lequel il reproche d'avoir finalement pas réagi aux nouveaux développements sur le rapport Steele. Alors est-ce que tu peux nous en parler, Rudy ? Alors c'est une affaire compliquée, il faut un peu résumer. D'abord c'est moins un article qu'un billet d'humeur de Pierre Rimbert, dans le Diplo, mais étonnamment le compte Twitter du Monde Diplo nous a interpellés directement. Conspiracy Watch, toi, directement. Bon. Pourquoi ? Parce que y a cette idée qui se développe dans la sphère trumpienne depuis des années maintenant, et qui est repris ici par ce que tu appelles d'ailleurs les idiots utiles du Trumpisme, je suis d'accord avec ça, sur laquelle il y aurait une théorie du complot qui serait le Russiagate, le Russiagate, c'est-à-dire un scandale qui aurait été de faire croire que Trump aurait eu des liens avec la Russie. Bon.
C'est une affaire compliquée parce que des liens avec la Russie, il en avait. Ça a été démontré par notamment le rapport de Robert Mueller. Ce qui n'a pas été démontré en revanche, c'est que la Russie le tenait et pouvait le faire chanter, Trump. Ça, effectivement, ça semble assez peu ou mal établi. En tout cas, les informations qui vont dans ce sens ont l'air assez douteuses. Et elles avaient été réunies, ces informations, dans ce qu'on a appelé le rapport Steele, du nom de Christopher Steele, un ancien agent du MI6 britannique, qui avait déposé ce dossier au FBI, qui avait transmis ce dossier au FBI. Mais, ce que garde bien de préciser Pierre Imbert, après l'ouverture d'une enquête par le FBI sur des liens possibles entre la Russie et la campagne de Trump. Alors, on a un billet d'humeur où on a Pierre Imbert qui prend ses désirs pour des réalités en gonflant l'affaire énormément. Il nous parle d'une des révélations les plus explosives de la décennie, qui gagnait définitivement le rayon des fake news officielles. Là aussi, sans préciser que celui qui est impliqué aujourd'hui dans cette affaire, qui est poursuivi, qui a été arrêté début novembre, et qui s'appelle Igor Danchenko, il plaide non coupable. Donc il y a un principe de présomption d'innocence qui voudrait quand même qu'on soit prudent aussi avec ces informations-là. Lui nous dit qu'il s'agit d'un témoignage crucial qui vient de tomber. Il nous dit aussi, Pierre Imbert, que l'informateur de ce fameux Igor Danchenko, donc qui a nourri, on comprend le rapport Steele, était en réalité un proche de Madame Hillary Clinton. Alors, proche d'Hillary Clinton, on se dit, bon, ils brunchaient ensemble tous les week-ends, ou en tout cas, proche, on peut penser à la famille, un cercle les amis, rapproché d'amis. Et en fait, la personne dont on parle, c'est un certain Charles Dolan Jr., qui était responsable de relations publiques démocrate et qui a été un advisor, conseiller pour la campagne de Clinton de 2008 dans l'Iowa et le New Hampshire. Donc c'était la campagne des primaires démocrates avant que Obama devienne président, remporte les primaires démocrates et devienne président pour la première fois. 8 ans avant la campagne de 2016 quand même. Exactement. Donc en matière de proximité, c'est un peu... Enfin, s'il n'y a que ça, peut-être qu'on va découvrir qu'il était beaucoup plus proche, mais à ce stade-là, on a quand même des liens relativement ténus. Pas inexistants, mais ténus. Quand on dit un proche de Madame Clinton, bon... Et alors Tristan, ce que reprochait Rimbert aussi, c'était que certains médias avaient embrayé sans vraiment faire de révérification sur ce rapport Steele. Oui, alors juste pour situer un peu le truc, ce rapport Steele, c'est 2 pages. Le rapport Mueller, c'est plus de 450 pages. Le rapport Steele, le rapport Mueller, qui est l'essentiel de l'enquête qui a été faite et qui a montré très clairement l'ingérence russe, elle l'a mis à plat. Elle a montré les liens qu'il y avait avec certains membres de la campagne de Trump avec des éléments russes. Ça a été établi par Mueller. Une partie donc des républicains aux États-Unis et des idiots utiles du Trumpisme ici en France cherchent à, en critiquant légitimement le dossier Steele, cherchent à effacer le rapport Mueller, tout simplement. Il faut bien distinguer absolument ces deux événements qui n'ont vraiment rien à voir. D'ailleurs, le rapport Mueller ne s'appuie pas sur les éléments de Steele. Il a été lancé indépendamment il ne traite pas exactement des mêmes sujets en plus. Ils n'évoquent pas tout à fait les mêmes sujets. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a pour moi assez clairement eu une erreur dans la façon que les médias américains ont eu de notamment lâcher ce dossier Steele dans la pampa. Je crois que c'est BuzzFeed de mémoire qui a pris la responsabilité de publier ce rapport Steele tel quel en disant bon voilà, il y a des doutes là-dessus, mais on l'envoie et on voit ce qui se passe. Ça a été critiqué par quelques autres médias. Mais ça fait effectivement un grand buzz qu'il est légitime de critiquer aujourd'hui. Et il y a le New York Times qui, là, vient de publier dans un podcast extraordinaire que j'invite tout le monde à écouter, le dernier podcast de The Daily, qui vient sur la trajectoire et l'utilisation du dossier Steele. Bon.
Et il ne cache pas le fait qu'effectivement, il y a eu une sorte d'excitation médiatique autour de ce dossier Steele. Il y a eu, au moment quand c'est sorti, franchement, il y a eu évidemment, les démocrates, ça allait dans leur narratif, c'est l'ensemble de leur narratif, de ce qu'ils croyaient aussi, des soupçons qu'on pouvait avoir, légitimes qu'on pouvait avoir, sur à la fois les ingérences et les liens qu'il pouvait y avoir. Le dossier Steele venait quelque part... accréditer ça. Oui, et il venait au bon moment. Il apparaissait effectivement, on avait déjà des indices concordants qui avaient effectivement des inquiétudes. Donc évidemment, ça venait là et ça venait compléter le schéma que tout le monde avait déjà quasiment en tête. Ça donnait de la matière. Et donc il y a eu un surboom et là je crois qu'il faut accepter un certain mea culpa et une certaine critique. Et d'ailleurs, certains médias, aujourd'hui, et c'est assez rare, il faut le noter, ont décidé de revenir sur la couverture qu'ils avaient pu faire du dossier Steele à l'époque et amender les articles, les modifier en intégrant le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un doute sur les éléments portés spécifiquement sur le dossier Steele. Mais il faut bien faire la différence. Je pense qu'on n'évitera pas un débat sur pourquoi est-ce que, et d'ailleurs ce podcast The Daily le couvre à merveille, on n'évitera pas un débat d'introspection sur comment est-ce qu'on a pu laisser gonfler médiatiquement autant ce dossier Steele qui, encore une fois, a simplement causé du tort à l'enquête parfaitement légitime et toutes les révélations absolument fondées du rapport Mueller. Donc aujourd'hui, juste faire attention. Si les gens, vous entendez parler du dossier Steele de façon excessive, c'est que, alors, sauf si c'est pour un débat légitime sur la couverture médiatique, et là, honnêtement, ça s'entend. Pour d'autres, c'est clairement une façon d'amoindrir ce Russiagate, qui est un Russiagate. Si on enlève le dossier Steele, il y a un Russiagate, voilà. Mais qu'il utilise ça comme ont pu le faire Russia Today. Russia Today a mis le feu dessus, évidemment, pour bien montrer, en essayant de mélanger astucieusement, intelligemment, à la fois le rapport Steele et tout ce qui a été dit sur la Russie auparavant, pour essayer simplement de discréditer le tout. Il faut bien noyer le poisson. Voilà, de noyer le poisson, pour parler simplement. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le rapport Mueller, il montre les preuves d'ingérence russe. Oui, très clairement. Ouais. Et notamment, il parle d'une quarantaine de contacts avec des officiels russes et l'équipe de campagne de Trump. Pour autant, il ne conclut pas à l'idée qu'il y aurait des preuves suffisantes d'une entente entre la Russie et la campagne de Trump. Voilà, c'est très précis. Juste, j'ai quand même vérifié les mentions du rapport Steele dans Conspiracy Watch. Il y en a une. Et une qui vient d'un article qu'on avait traduit du New Yorker, d'un certain David Rodd, à propos justement de l'audition de Mueller devant la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants en juillet 2019. Et qu'est-ce qu'il disait ? La conclusion du texte, je vais la lire. Le pays est bloqué, il parle des États-Unis, dans une incessante course aux armements politiques, souvent fondée sur des théories du complot, qui s'intensifiera jusqu'en 2020. La méfiance et la dynamique qui caractérisent la politique américaine, il le déplorait. Le président est l'instigateur principal, mais il y a des légions de libéraux, des gens de gauche, et de conservateurs, désireux de penser le pire les uns au sujet des autres. C'est-à-dire que cet article de New Yorker, qu'on a reproduit en français dans Conspiracy Watch, ce qu'il disait, c'est que la théorie du complot, à ce moment-là, était la chose du monde la mieux partagée. Donc de dire qu'on aurait... qu'on se serait compromis avec des théories du complot anti-Trump, c'est absurde. Voilà. Troisième sujet, 8 000 €, c'est le montant de l'amende à laquelle a été condamné le directeur de la publication de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, Jérôme Bourbon. À cette condamnation s'ajoute une possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement de l'amende. Cela vient pour contestation de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale. Alors l'homme avait affirmé que le gouvernement français du maréchal Pétain s'était toujours opposé à ce qui est la moindre persécution ou atteinte quelconque aux juifs français. On voit où certains candidats à la présidentielle puisent leurs inspirations. Cela pose aussi une question qui est celle de l'agrément qui est attribué à toutes les publications de presse par la commission paritaire des publications et agences de presse, CPPAP, qui permet, à Rivarol comme à d'autres, d'obtenir des aides financières indirectes de l'État, notamment sur la TVA, et ainsi de suite. Alors, il y a un débat que vous avez soulevé, Rudy, Frédéric aussi, quand tu étais à la tête de la DILCRA. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, et puis Rudy, après, sur la CPPAP ? Alors, il se trouve que, au-delà du cas de Jérôme Bourbon, la question qui se pose, c'est la façon dont l'État soutient financièrement ou pas des publications.
Et donc, on est dans un état de droit, un état libéral qui permet une grande diversité de points de vue. Et en ce sens, il est légitime que l'État puisse venir financer des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Là où ça pose problème, c'est que, au-delà de M. Bourbon, que je mets à part, parce qu'il peut déclarer des choses, être condamné, etc., la question c'est, l'État doit-il continuer à financer des publications qui elles-mêmes, dans leur contenu, contiennent des incitations à la haine, à la discrimination et à la violence. Alors c'est vrai que la difficulté, c'est que cette instance paritaire, elle est rattachée au ministère de la Culture. De la Culture, exactement. Et traditionnellement, le ministère de la Culture, il est là pour favoriser la création et donc tout ce qui peut donner l'impression... Le pluralisme. Le pluralisme et tout ce qui peut donner l'impression que l'État intervient dans la création ou régulerait, etc., est conçu ou vu comme suspect. Et donc, il y a une frilosité du ministère de la Culture à faire appliquer les dispositions du règlement intérieur ou de cette convention même, qui, justement, rappelle que l'État n'a pas à octroyer d'avantages financiers et fiscaux à des publications qui seraient tendancieuses. Et donc, à l'époque, moi, j'avais effectivement interpellé le ministère de la Culture et qui n'avait pas botté en touche, mais considérait que c'était difficile de faire quelque chose sans qu'il y ait auparavant une procédure judiciaire, ce qui, moi, personnellement, m'avait amené, en tant que haut fonctionnaire, à saisir le procureur de Paris sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. En fait, cet article 40, qui est très connu, ça permet à tous les fonctionnaires d'État de signaler un fait qui lui semble illégal. Et donc, c'est ce que j'avais fait, et je crois qu'on en est là de cette procédure. Alors, Tristan, Rudy. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on parle de financement public des publications de presse. Ce financement public, en l'occurrence, il est pour le cas d'espèce essentiellement indirect. On parle de facilités postales et fiscales. Postale, c'est sur l'envoi par abonnement des publications. Ils ont un tarif préférentiel. Fiscal, parce qu'il y a un taux préférentiel de TVA sur ces produits-là. Donc ça veut dire que Rivarol, jusqu'à aujourd'hui, bénéficie de ce régime spécial de la presse et que donc le contribuable français finance, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est du financement indirect dans le sens où c'est du manque à gagner fiscal. C'est pas, on ne dépense pas, juste on ne perçoit pas ce qu'on devrait percevoir. Voilà. Mais ça pose un problème pour le coup quand même moral, de principe. Voilà où on en est. Nous, on avait soulevé la question à partir de novembre 2020, donc il y a plus d'un an maintenant, avec Stop Hate Money notamment. Oui, raconte-nous ça, Tristan. Mais d'autant qu'il y a, pour être tout à fait précis, il y a des critères d'admission. Il y a des critères pour pouvoir bénéficier de ce statut, de ces statuts fiscaux. Et je trouve que, comme pas mal d'entre nous, je suis allé sur le site du CPPAP et j'ai regardé les critères qui sont supposés être nécessaires à l'obtention de cet avantage fiscal. Et il y a un point qui est extrêmement clair, c'est que pour pouvoir en bénéficier, là je cite, il ne faut pas que la publication ait quelque chose qui ait un rapport avec, donc je cite précisément, les publications négationnistes incitant à la haine raciale, à la xénophobie ou celles portant atteinte à la dignité de la personne humaine ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Alors, on parle d'un journal qui a déjà été condamné sur ces fondements-là et dont le directeur de publication, Jérôme Bourbon, a été condamné à de nombreuses reprises et donc encore récemment. Oui, Rivarol qui franchement, qui est probablement, qui est un torchon antisémite, qui est un magazine qui a plus de je sais pas de les années 51 je crois. 70 ans, il a 70 ans. Et ça fait vraiment 70 ans que ce journal est le véhicule probablement de ce qu'il y a de pire. Quand on voit d'ailleurs en ligne les échos de ceux qui gravitent autour de Rivarol, c'est-à-dire ceux qui relayent des choses qui ont été publiées sur Rivarol, on est vraiment sur la frange extrême, de l'extrême droite radicale et antisémite. Donc il s'adresse essentiellement, franchement, à probablement l'une des franges les plus toxiques qu'on a en France. Et il tourne dans le collimateur. Oui. Et oui, ça c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de chance avec eux, parce qu'effectivement il y a, suite à au fait qu'on a simplement rendu public avec le projet Stop Hate Money et qu'ils ont vu que j'avais quelque chose à voir avec cette initiative. Ils n'ont pas apprécié et ils en ont profité pour effectivement faire une sorte de focale sur moi. Donc il y a une partie des articles qui ont été publiés sur moi qui concernaient cette activité-là. Donc je serais un censeur, je prends la liberté d'expression. Comme ton grand-père d'ailleurs. Oui, on pourrait revenir là-dessus. On pourra revenir là-dessus. Mais ce qui est un débat
qui est ouvert à tout le monde. On peut en débattre. Tout ça, c'est des sujets qui peuvent être ouverts, même si c'était présenté de façon assez caricaturale. Et puis très vite, une sorte de réflexe irrépressible chez eux de faire une attaque beaucoup plus ad hominem, de m'attaquer moi, ma famille, mes proches, mes origines, d'où je viens, où là on voit bien que toute encore une fois, la colonne vertébrale de ce torchon est évidemment profondément antisémite. Donc il y avait une part de débat qui était présenté de façon assez foutraque, et tout de suite des attaques beaucoup plus personnelles qui correspondent vraiment à la tonalité encore empoisonnée de cette publication. Ça nous fait une transition toute trouvée pour parler de ton livre, Frédéric, donc La foi démocratique, qui vient de paraître aux éditions Bouquin, qui est consacré à Pierre Mendès France, une biographie intellectuelle et politique de l'homme Mendès France. Peut-être que, justement, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, par rapport à l'antisémitisme dont a été victime aussi Pierre Mendès France, et ce que tu as vu, toi aussi, en tant que délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et le racisme, est-ce qu'il y a des différences entre l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a vraiment des concordances fortes ? Alors l'antisémitisme, c'est souvent la matrice de la haine. J'avais d'ailleurs intitulé un petit ouvrage de cette façon-là. Qui est là, c'est ça. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est l'idée qu'un groupe d'humains, en raison d'une religion, serait aux manettes d'un gouvernement mondial qui tirerait les ficelles et qui ferait avancer son propre agenda, ses intérêts. Et finalement, cet antisémitisme très ancien, alors, je ne suis pas un grand historien, mais dont on retrouve des traces très, très nettes au 19e siècle, avec une presse d'opinion qui est très véhémente, très dure. Et finalement, cet antisémitisme-là, qu'on croyait un peu passé de mode, qu'on pensait un peu avoir disparu au profit de ce qu'à un moment on a appelé le nouvel antisémitisme qui provient de l'islamisme et du djihadisme. En fait, cet antisémitisme dur d'extrême droite, eh bien, il est toujours là. Il est toujours là, il est toujours violent dans son expression, dans ses regroupements, dans ses menaces. Et finalement, il réutilise des codes qui étaient ceux des années 30, quoi, hein. Donc moi, reprenant les écrits de Pierre Mendès France, reprenant un certain nombre de documents et les comparant avec le monde d'aujourd'hui, moi j'y ai trouvé une actualité extrêmement prégnante et des atomes très crochus entre ces deux époques. Oui, ouais. Alors là je peux pas ne pas rebondir sur le fait que, et ça je ne le savais pas forcément, mais pour reprendre l'exemple de Rivarol, j'ai retrouvé des vieilles occurrences, des vieux exemplaires de Rivarol, dans lesquels Rivarol traitait Mendès France de Mendès anti-France. Jeu de mots un peu facile, mais bref, en tout cas, il le qualifiait comme ça, donc Mendès anti-France. Et il se trouve que dans le papier me concernant, il y a notamment une petite caricature, il y en avait plusieurs de Pierre Mendès France, mais il y a une petite caricature me concernant, et qui est titrée Tristan Mendès anti-France. Pareil. Donc là, on voit quand même cette continuité, cette permanence, ça, je dois leur accorder une certaine constance, hein, en tout cas dans les référents. C'est la constance de la haine, c'est pas que la matrice de la haine, c'est la constance de la haine. Avec, encore une fois, donc, cette motivation antisémite profonde. Et dernière petite chose, c'est que les critiques qui ont été portées à mon grand-père et celles que je retrouve, notamment reposent, ça c'est un des aspects il y en a plein d'autres, hein, mais il y a un aspect spécifique sur l'origine lointaine de notre famille. Et il se trouve que mon grand-père, qui était un passionné de généalogie, avait lui-même découvert que on a des ancêtres, hein, qui sont en fait des collatéraux dont on ne descend pas, mais des ancêtres qui étaient possesseurs d'esclaves, hein, en 1700 et quelques, je ne me rappelle plus très bien de la date. Et donc ça c'est quelque chose que l'extrême droite a souvent cherché à titiller, à utiliser contre mon grand-père, et je redécouvre ça, moi, 50 ans plus tard, ou même plus, encore plus, dans la bouche de Dieudonné, d'animateurs. Je crois que l'un des premiers à avoir poussé cette idée que je descendrais d'une famille qui est exploitée, ou dont la richesse proviendrait, hein, de trafic négrier. Eh bien, ça provenait de Serge de Beketch, qui l'un des premiers sur Radio Courtoisie avait poussé ce fantasme, hein, pour essayer de me discréditer, hein, plutôt que de me discréditer sur ce que je dis, mais plutôt sur ce
ce que je serai, soi-disant. Et donc, encore une fois, une permanence, ce qui est quand même dingue, c'est de voir que les armes utilisées sont les mêmes, ne changent pas beaucoup. C'est les mêmes. Alors, puisqu'on a sous la main. Les armes utilisées ne changent pas beaucoup. D'ailleurs, Frédéric, dans ton livre, tu cites l'extrait de Je suis partout. Mendes France, disait-on au quartier latin, ce n'est pas un nom, c'est une adresse. Les autres Mendes s'appellent Mendes Bessarabi, Mendes Bukovine ou Mendes Posani au hasard des résidences secondaires. Il y avait ça, et il y a aussi cette phrase de Pierre Mendès France lui-même. Je ne suis pas religieux ni pratiquant, par contre, je sais profondément que je suis juif et mes enfants le savent comme moi. Et à supposer d'ailleurs que je vienne à oublier que je suis juif, les antisémites me le rappelleraient aussitôt. Alors, c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas, mais Mendès France, pourquoi France ? Parce que très souvent, l'extrême droite, déjà à l'époque de ton grand-père, il a osé accoler le nom France à côté du sien. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? C'est-à-dire quelque chose qui l'a pas mal affecté. D'ailleurs, je me demande si pas une partie de sa passion pour la généalogie ne vient pas aussi de ses attaques sur la légitimité de son nom, sur d'où viendrait son nom. Alors qu'en fait, non, c'est deux familles portugaises, Mendes d'un côté, Ribeiro, et une famille de France, donc la famille de France, qui se sont réunis, et c'est devenu au Portugal Mendes di Franca, et quand ils ont migré en France du Portugal, ils ont francisé le nom en Mendes France. Et ça, c'était en 1600 et quelques. 17e siècle. Ouais, en 1600 et quelques, donc le nom Mendes France existe en France depuis le 17e. Environ 1600 et quelques. D'accord. Alors Frédéric, avant d'aborder l'autre sujet que sur la vérité en politique, qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser aux écrits comme ça de Pierre Mendès France ? Alors d'abord, moi, j'ai pas essayé de faire une biographie. C'est-à-dire qu'il y en a des magnifiques, celle de Jean Lacouture, celle d'Éric Roussel. Je suis pas parti, moi, des témoignages de la famille, ni des grands témoins. Moi, j'ai pris les textes. Je me suis replongé dans les discours, je me suis replongé dans les essais. Et comme tous les mauvais étudiants à Sciences Po, j'avais lu des petits résumés, des petits recueils biographiques, où je trouvais qu'on avait un peu transformé cet homme en statue, y compris de son vivant, avec une ombre portée qui écrasait tout, avec des concepts qui sont vrais dans sa pensée, de l'éthique, de la vérité, de la démocratie, mais que ça ne rendait pas justice à sa richesse intellectuelle, puisque Mendès France est élu député à 25 ans en 1932 et il meurt en octobre 82 sur sa table de travail en train d'écrire une note sur la planification démocratique. Et donc on a 50 ans de pensée sur l'économie, la politique étrangère, les institutions, la décolonisation, l'Europe, Israël. Et moi j'ai redécouvert tout ça en lisant deux essais dont j'espère qu'on arrivera à les faire republier prochainement, que sont La vérité guider leurs pas, qui a un texte magnifique avec une introduction sur quel doit être le rôle d'un homme d'État. Et la vérité joue un rôle très important dans cette conception-là. Et puis l'autre grand texte, c'est La République moderne, qui est publié en opposition au gaullisme, opposition à la Ve République, où là encore, il y a des conceptions très, très concrètes sur quel doit être l'État, comment l'État doit intervenir dans l'économie, c'est quoi le rôle d'un État démocratique en politique étrangère par opposition à politique étrangère très gaulliste, très véhément, très théâtrale. Et donc moi, ça m'a vraiment passionné. Et ce fil rouge de 50 ans de pensée, moi, je l'ai identifié, mais il y a probablement d'autres façons de lire les choses, dans cette foi démocratique, qui est une expression que Pierre Mendès France utilise à propos de Jules Ferry, où il considère qu'en fait, cette foi démocratique, qu'on pourrait aussi dire ou traduire comme ce pari démocratique, c'est l'idée selon laquelle, par la délibération collective, par une forme de rigueur personnelle, mais aussi groupée, nous parviendrions à mieux gouverner nos vies, nos pays, nos États. Et ça, cette conception de la vie collective, de la démocratie, c'est quelque chose qui est évidemment très exigeant pour le citoyen, et c'est quelque chose qui m'a semblé, moi, parfaitement contemporain, d'une très grande modernité, à un moment, et vous en êtes les témoins, on se questionne sur c'est quoi la vérité, comment faire appel à la raison des citoyens, quelle doit être la façon d'avancer politiquement sur un certain nombre de sujets. Et donc c'est ça que j'ai essayé de faire, donc pas une biographie, mais un modeste essai pour refaire découvrir cette grande figure qui, je trouve, est devenue un peu méconnue. Voilà, il y a encore pas mal de lycées, de ronds-points, de rues. Mais je trouve qu'on a un peu délaissé cette pensée au profit du mythe.
Et c'est pour ça que j'avais dit biographie intellectuelle. Absolument. Et biographie à partir des idées et des écrits de Mendès. Il y a cette idée dont tu parlais, c'est cette question de la vérité en politique, et notamment le discours de vérité que Mendès voulait tenir face aux mensonges, face aux différents récits. Il écrit, je crois que tu le reprends aussi dans le livre, cette fameuse phrase: la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un état d'esprit, c'est un code moral. C'est ce qu'il écrivait justement dans La vérité, guider leurs pas. Et ça interroge certainement sur notre rapport à la vérité en politique, et aussi à l'information et sur justement les fake news et ainsi de suite. Comment ça résonne aujourd'hui par rapport à ça dans ta tête? Alors, ça résonne dans ma tête, mais à la lecture de Pierre Mendès France, avec trois étages en fait. Je pense qu'il y a un petit bout immergé de l'iceberg qui au fond est le comportement personnel des hommes politiques. C'est vrai que quand on a une affaire Cahuzac sur un compte en Suisse caché, ou quand on a l'affaire Fillon avec l'histoire des costumes, puis du travail, ou pas d'ailleurs, de son épouse, ça évidemment ça mine la démocratie, ça mine la confiance dans les citoyens. Donc il y a cette question de l'exemplarité de l'homme ou de la femme politique. Et je crois qu'il y a un deuxième niveau qui est un peu plus profond, plus important, qui est la capacité de dire au pays la vérité, de lui exposer fidèlement ce qu'est la réalité, que ça soit l'économie, que ça soit la guerre. Je songe effectivement, Pierre Mendès France arrive au pouvoir pour résoudre la guerre d'Indochine, parce que personne n'ose accepter ou n'ose assumer une défaite qui est celle qui va venir, de Dien Phu, et de faire la paix avec le Viet Minh. Et donc il y a cette question-là de finalement comment on dit la vérité au pays, comment on bâtit, comment on reconstruit. Alors ça, il y a plein d'autres exemples, mais je pense notamment à un prix Nobel américain d'économie, qui est Amartya Sen, qui montre bien que des grandes famines qui se sont déroulées en Inde étaient aussi liées au fait qu'il n'y avait pas de transparence sur les réserves de blé. Donc là, on est vraiment sur un sujet un peu politique publique, qui est à mon avis extrêmement important, et là aussi qu'on oublie un peu, parce que je pense que la démagogie, finalement, n'est pas tenable sur le long terme. On l'a vu encore récemment avec Trump, Bolsonaro, etc. On est souvent rattrapé, les démagogues sont très souvent rattrapés par les faits, si ce n'est systématiquement. Et puis il y a encore un troisième niveau par rapport à la vérité et son lien avec la politique, qui est finalement cette idée que, d'abord, il y aurait une vérité. Parce que s'il n'y a pas de vérité, si tout est subjectif et si tous les points de vue sont équivalents et que finalement la science n'existe pas, eh bien c'est extrêmement difficile d'avoir une délibération collective apaisée et structurée, puisque chacun va dire « Ah non, moi c'est ma vision ». Et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de ça dans le débat actuel. On a tendance à considérer que finalement, vous avez votre vision, moi j'ai la mienne, donc c'est 1 pour 1, et puis balle au centre, nous serions tous placés sur un pied d'égalité, alors même que, ça c'est Étienne Klein qui en parle très bien, il y a des lois mathématiques, il y a des faits, il y a des croyances, mais il y a des faits. Et donc ça, je pense que la démocratie qui ne serait pas basée aussi sur cette recherche de la vérité, mais qui va bien au-delà de la question de la politique ou de l'exemplarité, je pense qu'elle est fondamentale et qu'aujourd'hui, elle se trouve quand même très affaiblie. Juste, là tu fais allusion à la question du relativisme, dont on peut penser qu'il fait le lit aussi du complotisme. Est-ce que, toi, en tant qu'ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, tu vois se développer aussi un antiracisme un peu à géométrie variable, sélectif, justement, qui serait d'après le relativisme, et est-ce que ça t'inquiète ? Oui, moi ça m'inquiète, parce que moi je suis un universaliste vraiment convaincu, c'est-à-dire que je crois qu'il faut combattre tous les mouvements de haine, toutes les discriminations, et qu'on n'a pas besoin de ressentir soi-même des persécutions pour les combattre. Et moi je donne souvent l'exemple par exemple de la peine de mort ou de la torture. Il n'y a pas besoin d'avoir été concerné par la peine de mort ou la torture pour refuser ces pratiques-là et les juger absolument barbares. Et d'ailleurs, l'antisémitisme rejoint finalement ces questions-là, puisque Pierre Mendès France, on l'a vu, on l'a dit, n'était pas du tout croyant. Et toute sa vie, il n'a cessé d'être attaqué par des propos antisémites. Moi-même, quand j'étais délégué à la DILCRA, je subissais souvent des insultes homophobes, antisémites. J'ai le regret de dire qu'a priori, je ne suis pas croyant, je ne suis pas juif, je ne suis pas gay, voilà. Mais n'empêche que j'ai été aussi victime de ces mots-là. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas compartimenter, je pense qu'il ne faut pas saucissonner les haines et les attaques. Je pense qu'il faut les repousser frontalement, parce que derrière tout ça, il y a quand même une matrice commune qui est le refus de l'altérité, le refus de l'autre, le refus de la complexité, le refus aussi
de donner aux citoyens une forme de liberté, la capacité de s'émanciper de ses racines, de ses croyances, alors que des gens comme Rivarol, mais aussi Zemmour, veulent vous enfermer, nous enfermer, enfermer certaines catégories de Français ou d'étrangers d'ailleurs, dans des rôles, dans des cases, dans des petites étiquettes. Et je pense que la grandeur de la République, au sens philosophique même du terme, c'est justement de faire confiance à la capacité des citoyens de choisir leur chemin, de choisir leur trajectoire personnelle. Et alors... Non, pardon, j'ai plein de choses à dire, mais vas-y. Oui, enfin, non, c'était juste pour... Enfin, je voulais rebondir, moi, sur cette citation, évidemment, de PMF avec la démocratie, c'est un état d'esprit. Et Dieu sait qu'on a vraiment un exemple fou avec les États-Unis. On voit la fragilité d'un système démocratique aux États-Unis simplement avec cette remise en cause même du système électoral. Cette mouvance Stop the Steal, qui est vraiment quelque chose qui a pilonné je veux dire, les fondamentaux de cette démocratie que sont les États-Unis. La mouvance Stop the Steal, c'est celle qui dit qu'il y a eu des fraudes électorales. Les élections ont été volées. Voilà. Donc, on remet en cause, en gros, la réalité perçue, ressentie, les préjugés qu'on peut avoir sur le fait qu'on a perdu, tout simplement. Donc si on a perdu, c'est que voilà, Trump l'avait dit lui-même, si je perds, c'est qu'on a triché. Mais donc là, on voit bien qu'une simple bascule de l'état d'esprit, c'est-à-dire de la façon qu'on a de percevoir le jeu de la démocratie et du système électoral, peut faire que, indépendamment des faits tels qu'ils peuvent être établis, Biden est élu, il y a eu des tentatives de recomptage infinies, il n'empêche que, voilà, si l'état d'esprit n'est pas là, même les parlementaires américains continuent à croire, avec une partie faramineuse d'Américains, que cette élection a été volée. Donc on voit bien qu'il faut bien avoir un état d'esprit compatible avec ce jeu électoral, ce jeu démocratique. Et il faut l'accepter quelque part. Si on ne joue plus le jeu, si on n'a plus cet état d'esprit, plus de prise. La démocratie, effectivement, s'écroule. Elle n'est pas encore écroulée aux États-Unis, mais elle est fortement atteinte, quoi. Et par rapport justement à ton expérience d'ancien délégué interministériel, quels sont finalement les outils dont disposent les pouvoirs publics pour pouvoir justement lutter contre cette matrice de la haine qui est souvent véhiculée à travers les réseaux sociaux, à travers les émissions, les plateformes en ligne, ainsi de suite. Quels sont les outils dont on peut disposer? Il y a la loi Avia qui a été plus ou moins retoqué par le Conseil constitutionnel. Voilà, donc quels sont les outils et quel est toi ton sentiment par rapport à ça? Non, mais en vérité, il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas de recette miracle. C'est un cocktail d'éducation populaire, de sensibilisation, de formation, d'exemplarité aussi personnelle. Il y a aussi un rôle des partis politiques. Alors, il se trouve qu'à la DILCRA, il y avait aussi du financement de lieux de mémoire, il y avait aussi beaucoup de formations dans les écoles de police et de gendarmerie. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais je crois que le sujet de la régulation d'Internet et des réseaux sociaux, puisque tu as mentionné la loi Avia, à mon avis reste posé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les débats, je ne sais pas si on peut appeler ça des débats, mais la régulation des contenus sur Internet reste largement régie par la loi de 1881, qui est une loi très libérale, qui avait été conçue pour les publications papier au XIXe siècle. Elle a été modernisée plusieurs fois, mais au fond, la philosophie reste la même. Sauf que ce qui a changé énormément depuis ces dates-là, c'est qu'il y a eu une massification et une circulation extraordinairement grande de ces contenus-là. Donc là où auparavant, on avait le temps de saisir un juge, de retenir une publication ou de saisir chez le marchand de journaux, aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, la régulation ex post ou a posteriori, moi, me semble complètement dépassée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire tel tweet ou telle vidéo était complètement illégale, etc. Maintenant, il faut la retirer. Le temps que 2 ans après, quoi. Pas forcément 2 ans, parce que maintenant, il y a des voies de référé et le juge peut agir en urgence. Mais on va dire, et si ça prend 4 jours, entre-temps, il y aurait eu des millions et des millions de partages. Donc, c'était ça, en fait, que nous, on avait voulu faire avec la loi Avia, puisque moi, j'avais été en Allemagne. Au départ, c'est une loi qui est d'inspiration allemande. Les Allemands avaient fait cette loi de régulation d'Internet avec des sanctions qui étaient très fortes, des contraintes, des mises en demeure des grandes plateformes. Nous, on pensait qu'elle était exportable et qu'on pouvait la rendre tout à fait compatible avec notre Constitution. Bon, le Conseil constitutionnel a eu un avis inverse.
moi je considère que le problème reste largement entier. Voilà, que ce sujet de comment on maintient une liberté d'expression, évidemment très grande sur les réseaux sociaux, mais comment on lutte contre des propos de haine qui sont manifestement des incitations à la haine et à la violence. On ne parle pas là de zone grise. Cette loi, Avia, elle visait vraiment les insultes, les menaces, les pressions. C'était pas des choses tendancieuses quoi, qu'on visait par cette loi-là. D'autant que le rapport Avia, justement, qui préparait la proposition de loi, notait que la désinformation, le complotisme, la haine en ligne, elle nuit à la liberté d'expression. Et notamment citer le fait que lorsque les utilisateurs arrivent, par exemple sur une vidéo YouTube, il y a plein de commentaires, si les commentaires sont très virulents, très radicaux, ça décourage les modérés de s'exprimer. Donc de fait, ça atteint en fait en partie leur liberté d'expression. Et c'est quelque chose qui est un point aveugle un peu de la réflexion sur le sujet, je crois. C'est quelque chose qu'on oublie toujours. Et c'est pour ça que moi je serais très partisan, en fait, non pas de demander aux grands réseaux sociaux leur algorithme, parce que là c'est quasiment un secret industriel, etc. Mais de pouvoir les auditer. C'est de pouvoir dire, regardez, finalement, en tapant ce nom-là et en déroulant le fil de ce que vous proposez, on tombe sur, en 3e niveau, des vidéos complotistes, des références antisémites, etc. Donc ça montre bien que votre outil, sans que nous en ayons besoin d'en connaître tous les secrets, ne va pas bien et fragilise des démocraties. Et on ne peut pas, je dirais, externaliser les effets négatifs, que sont des phénomènes de violence, de décrédibilisation d'institutions, et de privatiser par contre tous les profits quoi. Là il y a un truc qui va pas. Non, il penserait quoi Pierre Mendès France de ce moment un peu qu'on qualifie souvent de post-vérité, de démocratie post-vérité, etc. Je pense qu'il serait très attristé de voir la situation actuelle, mais parce que moi je veux pas être défaitiste non plus, je pense qu'il nous appellerait à l'engagement et au sursaut. Je pense qu'il nous dirait qu'au fond, même quand ça va très mal, et Dieu sait si dans sa vie il a subi des choses difficiles et des périodes très sombres, eh bien il y a toujours une part pour la responsabilité individuelle et l'action. Et donc c'est pour ça que je crois que la vérité est indissociable de l'action. On l'a pas dit parce qu'on a parlé de biographie intellectuelle de Pierre Mendès France, mais il faut le rappeler pour les plus jeunes de nos éditeurs en tout cas. Pierre Mendès France, tu as dit qu'il a pris position contre le général de Gaulle, mais c'est un des premiers à rejoindre la France libre. Absolument. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans une escadrille de bombardement. Il a pris beaucoup de risques personnels. Et donc, il a d'abord commencé par être jugé par un régime de Vichy. Absolument. Il s'est évadé. Il rejoint la France libre. Enfin voilà, c'est non seulement plus jeune député de France à un moment, dans les années 30, je crois, 30 ou 20. 32. Il est élu en 32. 32. Ouais, 32. Mais c'est aussi un héros, un résistant. Absolument. Et c'est la pensée de ce héros, au-delà de l'héroïsme même, que j'ai voulu honorer. Et bien voilà, la pensée de Pierre Mendès France. Lisez, ça va vous inspirer pour agir. C'est Frédéric Pottier, La foi démocratique chez Bouquin. Merci Frédéric d'être venu nous voir. Merci Tristan. Je vous conseille d'écouter plus exactement le Complorama de Tristan et de Rudy sur France Info pour préparer votre dîner du réveillon de Noël pour éviter de vous engueuler avec votre oncle devenu complotiste. Ça, vous verrez, c'est très instructif. Il y a pas mal de recettes là-dedans. Et moi je pense qu'on peut mettre sous le sapin aussi, en plus de l'excellent Pierre Mendès France de Frédéric, L'éloge de la séduction de David Medioni. Tu viens de le sortir il y a un peu plus de 10 jours. Exactement, c'est ça. Ouais. Et l'idée, c'est un dialogue imaginaire entre Casanova et moi pour donner une voix d'homme post-MeToo sur comment continuer à se séduire entre les hommes et les femmes dans une séduction égalitaire. Casanova, carrément. Casanova, oui, parce que justement... Don Juan n'était pas disponible. Don Juan était justement disponible, mais Don Juan est à l'origine de la culture du viol, et donc on va le remplacer par Casanova. Et c'est une très belle conversation. Très bien. Voilà. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. C'est la fin de cette émission qui est réalisée comme chaque semaine par l'excellent Martin Béraud. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, likez, tweetez, partagez et on se retrouve l'année prochaine. Salut. Salut. Ciao, ciao. Au revoir.